Euh, Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on voulait vous parler de la V2 du Boilerplate React Native qu'on a sorti depuis une dizaine de jours maintenant. On va parler un petit peu technique, mais on avait aussi envie de parler de pourquoi et comment la V2 est arrivée. Notre vision un petit peu globale de ces outils internes là qu'on a et qu'on utilise. Donc voilà, ça va être un peu un mix des deux. On va pas rentrer dans le détail des lignes de code de qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est super ou pourquoi c'est encore des questions en suspens. Donc voilà, ça sera une présentation un petit peu globale de tout ça. Donc la première chose qu'on voulait, qu'on a fait dans cette V2 et en fait qui nous posait problème, c'est qu'historiquement installer le repo, enfin le Boilerplate, c'était un peu compliqué. Il fallait cloner le projet, il fallait supprimer le point Git, il fallait renommer l'application avec un script qui était plus maintenu, qui posait toujours problème. Donc c'était un peu complexe de la jouer comme ça. Donc tout ça, c'est parti à la benne. Et maintenant, en fait, on peut tout simplement utiliser une seule commande officielle, en fait, on va dire, du CLI de React Native, qui permet d'initialiser un repo à partir d'un template. Et c'est ce qu'on a fait. Donc en fait, on a... ouais, ça c'est Jérémy, il fait toujours des effets de dingue sur les prénoms. Donc en fait, on a créé en fait un template React Native. Donc ça demande une configuration très simple, c'est un petit fichier JavaScript kit de config, et ça passe maintenant par une install via NPX. Donc petit aparté sur NPX, et pour ceux qui seraient peut-être pas encore trop à l'aise avec ça, c'est pas une erreur, c'est pas NPM React Native Init, c'est vraiment NPX. NPX, c'est un tool qui permet d'exécuter des paquets Node. Et ce qui est super intéressant en fait avec ça, c'est que ça permet d'exécuter des paquets qui sont pas forcément installés en global sur sa machine. Donc ça, et je parle sous couvert des experts JS, mais nous c'est quelque chose qu'on aime vraiment bien utiliser et qu'on pense essayer d'utiliser au plus possible, parce qu'en fait ça permet de pas avoir à installer des paquets en global sur sa machine, mais tout simplement d'aller utiliser le paquet qui est dispo sur le net dans sa dernière version. Donc ça marche très bien pour le CLI de React Native. Ça en plus ça nous oblige à avoir, on va dire, un template qui est toujours compatible avec les dernières versions du CLI. Donc voilà, là aujourd'hui, cette commande-là, tout simplement, elle crée un repo tout propre, tout prêt à lancer un projet React Native. Rien d'autre à faire que ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez démarrer directement dedans. Du coup, pour ce boilerplate, on a eu une volonté de simplifier le code. Et c'est vraiment ça qu'on a envie aussi d'expliquer aujourd'hui, c'est qu'on a voulu être plus proche des devs en fait entre guillemets, parce qu'au final à la fin c'est nous qui développons. Donc on a voulu faire un truc pour le terrain quoi, et pour ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire faire un code simple, d'avoir des outils qui permettent de pas réécrire 50 000 fois du code, et vraiment d'avoir la volonté que ce soit un code compréhensible pour tous, et qu'on puisse facilement monter en compétences dessus. On pensait aussi à la communauté de développeurs, c'est pouvoir aussi qu'ils puissent monter facilement et simplement sur le boilerplate et du coup sur une app mobile. Et donc pour ça, je vais passer la main à Jérémy, qui va vous donner justement des pistes de ce qu'on a simplifié, ce qu'on a réduit. Ok. Donc, au niveau du code simple, j'aimerais d'abord revenir sur ce qui était avant. Donc, au niveau, on va dire, plus des paquets indispensables à une application React Native, on avait déjà dans un premier temps Redux. Redux qui était accompagné de Redux Sauce et de Redux Saga. Donc, Redux Saga, c'est un middleware pour gérer un petit peu ses appels asynchrones, gérer un petit peu sa logique. Reduxos, quant à lui, il faisait que simplifier un petit peu l'écriture de Redux, qui est quand même assez conséquente. Et enfin, React Navigation, donc c'est tout simplement pour la navigation. En 2019, en fait, il y a Redux qui a sorti un paquet qui ressemble beaucoup à Reduxos, mais qui est du coup plus officiel. C'est Redux Toolkit.
Donc à sa sortie, nous on a décidé de supprimer ReduxSauce tout simplement parce que il a été plus maintenu un moment, puis repris. Bon, là au moins on a un paquet qui est un petit peu plus sûr. Et avec l'introduction de Redux Toolkit, on a aussi pu supprimer Redux Saga parce qu'il prend Redux 5, qui est un middleware également, mais il est pré-inclus en fait et facile à utiliser dans Redux Toolkit. Donc aujourd'hui, en fait, en éliminant ces deux paquets-là, il nous reste vraiment plus que le strict nécessaire. Donc déjà, dans un premier temps, on va rentrer un peu plus dans le détail sur Redux Store. Qu'est-ce qu'on avait avant ? Avant, ça ressemblait à ça, un petit peu l'architecture au niveau métier. C'est-à-dire qu'on avait notre brique Redux rattachée à notre application, une brique Redux Saga qui agissait en tant que middleware, et une brique avec des services. Ces services, c'est tout simplement des appels API. Qu'est-ce qui se passait, par exemple, sur un écran de connexion? Quand on appuyait sur Login, on avait une action qui était à la fois récupérée par les réducteurs de Redux, mais aussi récupérée par le middleware Saga. Donc, il y avait un fichier index qui faisait, en gros, un listener qui, en fonction de l'action, dispatchait sur la bonne Saga. La Saga appelait le bon service. Il attendait du coup le retour du service et agissait en fonction de l'ensemble des actions Redux. Donc c'est une très très bonne architecture, ça il n'y a pas de problème. On est vraiment bien sur une separation of concern. Le truc c'est qu'avec l'introduction de Redux Toolkit et aussi avec un petit peu l'expérience, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu overkill et qu'on pouvait faire beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, ça ressemble à ça en fait, tout simplement. Donc on sent qu'on allège quand même une grosse partie de l'archi, c'est-à-dire qu'on se passe du middleware Saga. Si on rentre un petit peu plus dans le code, donc avant, ce qu'il fallait faire, par exemple, pour un fetch d'un user, donc un appel API pour récupérer un utilisateur, on avait d'abord à créer un premier fichier qui était les actions. Donc là, on voit qu'on utilisait ReduxSauce pour simplifier un peu l'écriture de Create Action. Tout simplement, on faisait une première action fetchUser qui était en fait l'action qui va être écoutée par la Saga et puis la Saga allait dispatcher les autres actions qu'il y a juste en dessous, c'est-à-dire le loading pour mettre un état de chargement de l'application. On a aussi le fetchUser success, donc c'est quand on a un retour positif de l'API, et un fetchUser failure, vous imaginez bien, c'est quand on a un retour négatif de l'API. En plus de ça, il fallait créer un autre fichier pour le state. Donc on déclarait un state initial, c'est-à-dire un utilisateur, un état de chargement pour cet utilisateur et un potentiel message d'erreur. À cela, il fallait ajouter les réducteurs associés. Donc encore une fois, c'est l'état de chargement, l'état de succès, l'état d'erreur. Donc là, on se rend bien compte que pour chaque appel API, on va avoir loading, success, failure, loading, success, failure, et un peu partout en plus. Donc on sent qu'on peut vraiment alléger ça. Il ne fallait pas oublier aussi de créer la Saga du coup. Donc la Saga, c'était un petit peu la logique, c'est-à-dire premier truc, c'est le git put. Donc en gros, on met l'application en état de chargement. Ensuite, on fait l'appel API en attendant son retour. Une fois qu'on a le retour, soit on a un succès, soit on a une erreur. Dans tous les cas, on lance l'action associée. Il ne fallait pas oublier non plus de rajouter dans l'index au niveau des sagas le listener qui dit tout simplement quand j'ai un fetch user, tout simplement je lance la saga fetch user. Et il ne fallait pas oublier bien sûr l'appel API. Donc là on a 6 fichiers pour un seul appel API. Donc ça marche bien, hein, mais vous allez voir comment on a réussi grâce à Redux Toolkit et un petit outil qu'on a dev aussi, comment on a réussi à réduire ça. Donc là je vais vous montrer le résultat. C'est tout simplement 3 fichiers. Donc là, on a la même chose que tout à l'heure, et en mieux, en plus, parce qu'on a réussi à scoper. Scoper, c'est tout simplement, tous les modules sont à l'intérieur d'une clé. Donc un module ne peut pas appeler les réducteurs de l'autre, ce qui fait que ça rend la chose très stricte, et c'est pas plus mal. Donc premièrement, au centre, par exemple, on a le fetch one. Donc, on remarque les build A5 action, build A5 reducer et build A5 state qui viennent depuis un paquet The Coding Machine Redux Toolkit Wrapper. Donc, c'est un petit outil qu'on a décidé de développer pour encore plus soulager l'écriture.
Donc tout simplement, c'est à chaque fois qu'on va avoir besoin d'un appel API, on va pouvoir utiliser ces wrappers. Donc par exemple, un fetch once, c'est juste un initial state, une action, et des réduceurs. Ça va tout simplement créer, comme tout à l'heure, les états de chargement, de succès et d'échec. Sauf que ça va être fait de manière transparente. Donc on ne va pas forcément rentrer dans les détails techniques, mais voilà comment on est arrivé à simplifier la chose. Maintenant, au niveau de la navigation, qu'est-ce qu'on avait avant ? On avait déjà, au niveau du point d'entrée, créé un root screen. C'est-à-dire qu'on avait fait un composant. Ce composant, il wrappait tout simplement le navigateur. Et le navigateur, ça ressemblait à ça. Donc ça, c'était React Navigation V4. Donc c'est tout simplement un objet pour définir les écrans. En 2019, il y a eu l'arrivée des hooks. Et donc ça a simplifié beaucoup de choses. Et tous les composants sont devenus fonctionnels. Et React Navigation est passé en V5. Ce qui fait que maintenant, ce qu'on a, c'est des navigateurs qui ressemblent à des composants, puisqu'en fait, c'est des composants. Donc là, par exemple, on a le Application Navigator, qui est en fait un navigateur auto-généré qu'on a créé en fait pour l'application, qui tout simplement, en fonction de l'état de l'application, c'est-à-dire que on a fait en sorte de pouvoir faire des appels API avant que l'application soit chargée. Et une fois ces appels et ces actions exécutées, l'application passe en état chargé. Tant qu'elle n'est pas chargée, vous allez avoir un splash screen. Et une fois que l'application sera chargée, vous allez pouvoir accéder au reste de l'application, au reste des écrans et au reste des navigateurs qui seront dans Main Navigator. Donc là, c'est par exemple un tab navigateur, ça peut être un stack, un drawer, etc. Donc on a enlevé une couche d'abstraction qui était ce root screen qui ne servait à rien. Alors quoi de neuf dans ce nouveau paquet, puisqu'il y a aussi des nouveautés. Déjà React Native, donc tout est à jour. Donc on a les React Hooks qu'il faut absolument utiliser. Il faut absolument les utiliser parce que grâce à eux, on peut faire des composants fonctionnels. Des composants fonctionnels, on le sait, c'est plus performant. Le JS est un langage fonctionnel, donc pour ça que ça a été introduit. Et il ne faut pas oublier, c'est dans la documentation de React Native, je vous invite à y aller sur la section performance et augmentation des performances. C'est l'inline require. Je ne rentre pas dans le détail technique, mais c'est tout simplement, au lieu de mettre un import sur un composant qui est très très lourd et qui ne va pas forcément être affiché, par exemple, il peut être caché derrière un bouton. Donc si on appuie sur le bouton, on a ce composant très lourd. Dans ce cas-là, on évite de l'import parce que ça l'importe, donc c'est lourd. Donc on se sert de l'inline require pour être un petit peu plus performant. Ensuite, deuxième petit outil qui a été introduit, c'est un debugger. C'est vraiment quelque chose qui manquait dans la V1. Débugger au console log, c'est bien, hein, ça marche bien, mais bon. Là, on a un outil qui est maintenant pré-intégré en plus dans React Native. Donc c'est un React Native Debugger et on a ajouté un petit plugin, c'est le Redux Debugger. Donc ça va vous permettre quoi ? Tout simplement d'inspecter l'arbre des composants avec les propriétés associées à chaque composant. Également tout ce qui est appel HTTP, donc vous allez avoir un onglet Network, donc avec les statuts, les configs, les headers, etc. Au niveau de Redux Debugger, vous allez avoir tout simplement la timeline des actions qui ont été lancées avec l'instant T. Et pour chaque action, vous allez avoir un screenshot de l'arbre d'état, tout simplement, avec un petit plus quand ça a été rajouté, un petit moins quand quelque chose a été supprimé, etc. C'est très visuel, c'est vraiment un super outil développé par Facebook, évidemment, vu que c'est pré-intégré dans React Native. Ça marche aussi sur React, pour information. Un autre outil qui a été ajouté, c'est Idivit Next. C'est tout simplement un outil pour faire de l'internationalisation, pas facile à dire. Encore une fois, c'est pour ajouter une petite brique à notre idée de la V1 qui était de la séparation des préoccupations. Le but là, c'est de centraliser tous les textes de l'application à un seul endroit. Par exemple, une action où sur un bouton il y a écrit Continue, on n'en fait pas qu'un.
Si on s'est trompé sur l'orthographe ou je sais pas, finalement ce sera validate, ça va vous prendre un peu plus de temps de changer sur tous les écrans et potentiellement vous allez en oublier un. Là au moins tout est centralisé. Ça gère également la plurialisation des textes. Donc tout simplement on a une phrase, on lui passe un count et ça va nous permettre de gérer le pluriel, ce qui est très très pratique. Sans ça il faut faire des ternaires ou des machins pas très beaux. Et puis, ça prépare, mine de rien, votre application à une potentielle internationalisation. On ne sait jamais. Au début, on se dit, vas-y, on le fait pas, c'est pas prévu. Là, au moins, ça y est, de base, ça vous évitera un gros refacto au bout d'un moment. Et enfin, NPM, parce que React Native Boilerplate, du coup, est sur NPM. Tout simplement pour pouvoir utiliser l'installation simple. Ça nous permet d'avoir des statistiques et pareil pour Redux Toolkit Wrapper, donc le petit outil qui permet de simplifier le store, qui est également sur NPM, qui peut être utilisé du coup sur React.js aussi, puisque c'est un outil utilisé sur Redux tout simplement. Un dernier point avant de repasser la main, c'est la création d'une documentation en ligne. Donc on a décidé, en plus d'avoir une commande simple à utiliser, tout un tas de petits guides et de guides d'installation et de guides aussi pour aller un peu plus loin. Vous allez retrouver par exemple le thème. C'est quelque chose qu'on avait fait dans la V1 mais qu'on n'avait pas forcément documenté. Donc c'est pas mal de classes de style qu'on a préécrites pour nous aider au niveau des layouts, au niveau des margins, etc. Là, tout est documenté avec une petite illustration de ce que fait la classe. Donc, ça permet de bien guider l'utilisateur. On a aussi tout ce qui est chargement de data avant que l'application s'ouvre, comment rajouter un store, comment ajouter une langue, etc. Donc, toute cette documentation, elle est en cours d'écriture, elle n'est pas finie, mais vous avez quand même pas mal de briques qui sont déjà écrites. Et du coup, je repasse la main à Aurélien. Ouais. Et j'invite effectivement à aller voir la doc. C'est Jérémy qui a écrit une grande majorité de la documentation. La partie doc sur le timing, pour ceux qui sont pas des experts en flex, il a fait tout un truc qui explique comment les colonnes, les rows, les machins, ça fonctionne. Donc c'est encore plus que juste une petite doc adaptée au boilerplate. Donc vous pouvez aller voir ça, c'est très intéressant. Donc du coup, ouais, qu'est-ce qu'on va faire de plus dans le futur? On va retravailler un petit peu les builds de déploiement sur les stars. Notamment aussi avec le sujet qui a été popé hier concernant des builds dans des containers, dans de la CI et tout ça et tout. C'est des sujets qui sont intéressants et qu'on va travailler parce que c'est super important et c'est souvent là où il peut y avoir des complexités. C'est au moment où en fait l'app elle est terminée mais il faut la déployer sur iOS et sur Android. Si on l'a pas préparé correctement avant, ça peut être compliqué. Donc on a déjà un outil qui est prêt et qu'on sait bien s'en servir, mais on va essayer d'encore mieux l'automatiser. On va continuer d'écrire de la doc. C'est-à-dire que la documentation qu'il y a aujourd'hui, comme a dit Jérémy, elle est à compléter. Bon, on va continuer de l'écrire et de l'alimenter. On a aussi un autre repo qui est React Native Workshop, qui est en fait, parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur le boilerplate d'exemples. Donc on a fait un repo d'exemples. Dedans, pour l'instant, je crois qu'on a juste l'authentification. Il n'est pas encore migré sur la V2, donc on va le faire. Et du coup, les exemples de base qu'on a, c'est l'authentification. Et le deuxième exemple que j'ai fait, c'est l'utilisation de Stripe dans une application mobile. Donc ça c'est cool parce qu'en vrai c'est toujours un peu galère. Et ensuite dans les choses qui vont arriver aussi, on va peut-être encore travailler sur d'autres wrappers, sur d'autres simplifications de code. Vraiment l'objectif c'est je rebondis sur ce que vous disiez là dans les commentaires, c'est
c'est lourd à lire, c'est pas simple et tout. Effectivement, c'est une écriture qui est justement effectivement qui peut être lourde. Redux, en vrai, on l'a énormément simplifié justement parce que ça peut être vraiment compliqué. Mais c'est des archives qui marchent bien, qui sont intéressantes. Et du coup, voilà, l'objectif effectivement, c'est d'essayer de rendre ça le plus simple, même pour ceux qui aiment pas le JS. Julien, je te montre pas du doigt, hein. Mais même pour ceux qui aiment pas trop le JS, et ben c'est d'essayer de montrer qu'il y a quand même aussi de faire en sorte que ça puisse être accessible et simple. C'est vraiment le but du jeu, quoi. Le but du jeu, c'est ça, c'est ce qu'on a voulu faire sur cette V2. On a repris toutes les issues du boilerplate. Il y a plein, là, franchement, la commune, elle est super intéressante sur le boilerplate. Ils mettent des idées qui sont vraiment top, des choses qu'on n'avait pas pensées. Et donc on s'inspire vraiment de tout ça, on prend vraiment tout ça. N'hésitez pas, vous, si vous avez des idées, des envies, de poser des issues, s'il y a des problèmes, d'aller faire vivre le repo. C'est vraiment, on essaie vraiment de l'améliorer. Et là, dans les mois qui arrivent, on va dire, je pense qu'on va encore faire pas mal de petites évols. Voilà. Et puis du coup, ouais, aussi le fait d'être sur NPM, on est bien content, ça permet d'avoir une bonne visu sur les stats. Et là, on est pour info, on a à peu près 150 downloads par semaine. Donc voilà, on est content de se dire qu'il y a 150 mecs qui démarrent des projets toutes les semaines avec le boilerplate. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Et puis on a fait le tour de cette presse. Si vous avez des questions, des choses à dire, on est à votre écoute. Et après, on passera la main peut-être à Sophie ou à Julie pour la dernière slide. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses à dire ou pas sur tout ça? Bah, bravo. Ouais, c'est stylé. Très bon boulot. Très stylé. Vous avez fait un post sur Reddit ou pas encore? Il y avait la V1 dessus, mais on va mettre à jour. Ouais. Ouais, refaites un post, ça va amener plein de monde, ça. C'est des étoiles gratteuses. Cool. Ça roule. Ouais, je pense qu'on va le faire. Effectivement, on a envie de communiquer encore un peu plus là, ce qu'on est vraiment content de ce qu'on a arrivé à faire. Et en plus, l'utilisation d'un template React Native là, officiel, on a fait le tour. C'est pas encore très répandu. Il y en a peu. Il y a un template TypeScript qui est de la React Native Community. Qui est là et qui fait du React Native en TypeScript. Mais après, il n'y en a pas énormément. Donc, en vrai, les très gros, en fait, les majeurs, genre Ignite, qui est un énorme boilerplate, ils sont pas encore là-dessus. Ils ont tellement fait des trucs énormissimes qu'ils sont encore dans leur ancien système. Donc voilà, on espère que ça puisse prendre encore plus que ça prend aujourd'hui. J'avais une question justement par rapport à TypeScript. Vous avez essayé ou c'est volontaire de rester en JS ou pas? Alors, on a... Jérémy, je te laisserai en parler aussi. Notre vision aujourd'hui de TypeScript, c'est qu'elle est plus adaptée à des applications métiers ou à du back en fait. Et pour du front, c'est comme en Vue.js ou quoi, on trouve que c'est un peu trop complexe et un peu trop lourd pour faire du front. Et React Native, c'est juste une appli front. Par contre, faire un back en Node, une app en Node et tout, moi, je suis hyper chaud de faire du TypeScript. Tu vois, je trouve ça super intéressant parce que ça marche bien. Je trouve que ça marche bien avec les notions d'objets, de modèles, etc. Mais après, un petit peu moins bien pour des applis front. Et Jérôme, je sais pas ce que tu voulais dire là-dessus, mais... J'ai clairement la même vision. Pour moi, déclarer dans mon appli mobile, déclarer mes modèles et tout, définir mes modèles. Après, c'est peut-être parce que aussi on a une expérience en JS qui fait que on n'a pas l'impression qu'on en a besoin, mais c'est vrai que sur un bac, je trouve que c'est plus lié dans le sens où de toute façon, on va faire des modèles pour notre base, donc pourquoi pas faire les interfaces associées. Mais c'est vrai qu'on est à l'aise et le JS aujourd'hui il nous permet d'écrire du code concis, parce que le TypeScript nous permet un peu moins. Je dis pas que ça rajoute 50 lignes, hein, mais ça rajoute de la lourdeur. Il y en a qui ont dit dans les commentaires le JSX c'est un peu lourd déjà à lire. Pour moi, si je commence à rajouter dans des Redux ou des Redux récursifs, je commence à rajouter du TypeScript, je me dis que je n'arriverai plus à le lire, quoi. Ouais, d'accord. C'est surtout sur la partie reducer que c'est galère, quoi, en fait.
Ouais, même Redux, c'est une fonction JS, en gros, qui nous permet de construire des objets ou construire des arrays, qui est très utile et qui est très facile à lire parce qu'elle est très light. Par contre, si on commence à tout déclarer, elle devient beaucoup moins light pour moi. Et après, c'est ce que j'aime dans le JS. Alors, c'est peut-être un vilain défaut, hein. Mais pour l'instant, on a cette vision-là. Peut-être un jour, elle changera. Mais pour l'instant, ça restera du JS sur cette partie front. Ouais, c'est plutôt une volonté qu'autre chose, quoi. Pas d'autres questions? Ok. J'ai une toute petite remarque. Alors, en fait, votre boilerplate me fait penser à celui que vous avez fait et que Julien a fait. Ouais. Je crois qu'on a changé, c'est plutôt une info pour les autres, on a changé de nom et de repo du coup, hein, Julien, c'est ça? Oui. Ouais. Du coup, ça vaudrait le coup que les gens qui avaient gentiment mis une star sur l'ancien mettent une star sur le nouveau. Voilà, j'en parle comme ça, je fais un peu de promo. Bien sûr. Parce que vous, c'est la même version, on est d'accord? Enfin, c'est le même repo. Ouais, c'est le même repo. La star, on peut pas star plus, quoi. Non, mais tout le qu'on peut star, elle est star en vrai. Ouais, non, c'est cool. Ah, bravo, hein, c'est un super taf. Et en plus, vous êtes peut-être tout seul là pour l'instant sur le. Bah ouais, on est avec Jérémy, on le fait vivre. Et c'est vrai qu'on. Mais après, il y a pas mal de gens qui posent des issues et qui viennent du monde entier, quoi. C'est ça qui est trop cool avec GitHub, quoi. Hein, c'est que il y a des gars qui le suivent. C'est ça qui est trop bien. En vrai, c'est